réforme qui, donc, personnellement à la base je ne peux être que favorable puisque je l'avais, on va dire, conceptualisé dans mon dernier livre, mais qui malheureusement dans la réalisation a pris un petit peu a dérivé elle aussi, un peu comme les redevances. On est parti sur des dérives, donc l'idée c'est d'essayer, je pense, d'expliquer pourquoi ça ne pourra pas marcher en l'état et vers quoi est-ce qu'on pourrait l'orienter pour que ça marche. C'est pas encore mort, mais bon, ça sent un peu le roussi. Alors, d'abord, je vais un petit peu faire de pédagogie sur l'état des lieux, vous connaissez, mais avec une analyse économique de ces retraites, et puis donc les perspectives d'avenir. Alors, vous avez un système qui est un système assez classique dans les retraites, avec un régime de base et un régime complémentaire. Il y a eu on va dire, je ne sais pas si c'est la cerise sur le gâteau, parce que quand vous allez voir l'historique de l'ASV, c'est une cerise qui n'a pas toujours eu un goût extrêmement bon, mais en tout cas, il y a eu ce régime spécial obligatoire. Alors rapidement, le régime de base, c'est un régime qui est par pure répartition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constitution de réserve. D'accord? Donc c'est un régime de base que vous partagez avec 10 autres sections professionnelles et qui, sous forme de délégation de services publics, est géré par la CARF. Mais les flux ne sont pas directement gérés par la CARF, et la CARF n'a pas de rôle de gouvernance proprement dite sur ce régime qu'on appelle la CNAF-PR. Donc il y a un deuxième régime qui est un petit peu le noyau dur de votre système de retraite, là qui vous est propre, et vous voyez qui est historique, hein, puisqu'elle a été créée en même temps que le régime de base, qui est le régime complémentaire obligatoire, et qui lui a une caractéristique, c'est qu'il est par répartition, mais aussi par capitalisation. Alors ces régimes mixtes sont mixtes pour permettre de gérer l'évolution démographique, hein, puisqu'on sait que, vous savez que c'est la démographie qui pilote l'ensemble du modèle économique d'un système de retraite et rien d'autre. Le reste, ce n'est qu'ajusté en fonction de la situation démographique. Mais il est préférable plutôt de prévoir, et c'est ce système de capitalisation, donc de réserve, qui permet de prévoir les jours plus difficiles quand les jours sont meilleurs. Et puis vous avez donc ce troisième régime qui a été créé pour 5 types de professions de santé, donc on appelle ASV, avantage social vieillesse. Les autres, donc pour vous, pour les dentistes, pour les sages-femmes, pour les auxiliaires médicaux et pour les directeurs, enfin pour les laboratoires, directeurs de laboratoires médicaux. Donc pour 5, il y a un système d'ASV qui a pour objectif d'être un partie prenante de la convention. Ça a été créé au début du système de conventionnement, d'abord facultatif en 62 et puis obligatoire à partir de 72 pour les médecins. Donc il y a un régime par répartition pure, en contrepartie du conventionnement, et sachant que pour ceux qui sont au secteur 1, 2 tiers des cotisations de cette ASV sont financées par l'assurance maladie. Vous pourrez d'ailleurs demander si ceux qui sont en Optam-CO pourraient aussi avoir ce financement, puisque ce n'est pas le cas, ça va faire un peu, non ? Si on pourrait demander une survol, c'est possible. Alors, état des lieux, une dépendance... Alors, donc, d'abord, on démarre, quand on étudie un peu une analyse économique des systèmes de retraite, c'est d'abord la démographie, encore une fois, qui est la maîtresse de tout. Ce que vous pouvez voir, c'est que cet effondrement dont on parle des cotisants, l'effondrement du système libéral, là, c'est intéressant parce que vous avez dans le système de retraite quand même les données démographiques qui sont probablement les plus pertinentes. Donc là, vous voyez que de 2000 à 2017, vous avez fait une progression, mais en tout cas, vous avez une stabilité du nombre de cotisants. Il est clair que par rapport aux retraités, hein, on est passé de 25 000 retraités en 2000 à 65 000 en 2017. Donc, ce qu'on appelle le ratio de dépendance démographique, hein, qui est le ratio cotisant sur retraité, a été diminué par 2,5. D'accord, était de 4,8 à 1,9. Donc ça, d'où ce régime mixte par à la fois répartition et capitalisation dont je vous parlais, c'est quelque chose évidemment qui met une tension extrêmement forte
dans un système de retraite et qui, on va le voir, a conduit à un certain nombre de décisions et de désillusions pour les parties de votre système qui ont été moins bien gérées que pour d'autres. Alors si vous comparez, ça c'est hier, et maintenant ce qui va se passer demain, c'est assez facile à prévoir quand vous voyez là la répartition par âge des cotisants CARMF, où vous avez 55% des cotisants qui ont 55 ans ou plus. C'est-à-dire que là, vous voyez que vous avez 60 000 à peu près, d'après les chiffres de la CARMF, médecins qui devraient prendre leur retraite dans les 10 ans. D'après toujours les chiffres de la CARMF, ça devrait être compensé par 40 000 nouveaux arrivants, donc avec une perte d'à peu près 27 000. Mais vous avez une population qui va permettre de compenser cette perte-là, qui est à votre avis laquelle? Les... Pardon? Non, ça ne va pas diminuer justement parce que là, vous allez avoir un gap de 25 000 mais qui vont être en fait compensés par les cumulants emploi-retraite. D'accord? Parce que vous allez voir que ces fameux cumulants sont ceux qui vont permettre en fait, qui ont déjà permis de sauver le système et qui vont permettre, enfin de le sauver en tout cas, de le maintenir dans les années qui viennent. Par rapport aux actifs en France, vous voyez que là vous avez une situation démographique qui est bien plus compliquée, qui est bien moins compliquée, puisque 16% seulement ont plus de 55 ans, 44 ont moins de 35 ans, mais ce qu'il faut voir, et je peux y arriver Nicolas, c'est qu'évidemment, vous n'êtes pas totalement décisionnaire dans l'évolution démographique, vous l'êtes en partie par rapport à l'attractivité de l'exercice libéral, donc ce que vous laissez aux futures générations, mais il y a eu une politique publique de gestion d'un certain numerus clausus qui fait que voilà, on a réussi l'exploit de diminuer le nombre de médecins formés par 2 pendant 20 ans, et ce qui fait que la reprise qui a vraiment eu lieu, c'est-à-dire où on était quasiment à 8000 nouveaux médecins, évidemment, ça c'est par an, c'est 2006-2007, donc ce n'est qu'à partir de 2020 où on va retrouver, je dirais, un nombre de médecins formés suffisant, même si là aussi il y a eu des compensations par des médecins à diplôme étranger. Alors, ça c'est une slide intéressante. Si vous regardez la génération 2006, c'est-à-dire celle qui est sortie des études de médecine en 2006, vous avez en bleu clair donc la part de ceux qui ont été en libéral, en mixte et en salarié. Bon. Donc, sans surprise, vous avez 14%. Pour les générations d'après, on est plutôt à 9%. Hein, et vous avez bon, 56% de salariés. Maintenant, si vous les prenez les mêmes, mais 10 ans plus tard, vous voyez que vous en avez quand même 41,7, 42% qui sont en libéral, presque autant que ceux qui sont en salariat. Hein, et c'est pas il y a 20 ans, ça, c'est il y a 2 ans. Et vous avez probablement tous pris connaissance d'une enquête qui a été réalisée par les internes l'année dernière qui montrait que les 2 tiers des internes souhaitaient exercer en libéral s'ils le pouvaient. Donc on connaît tout l'ancienne qui est de dire que finalement les jeunes ne veulent plus de libéral, ils veulent avant tout du salariat. En tout cas, ce n'est pas un souhait. Maintenant, c'est clair que ça peut être contraint. En tout cas, ce n'est pas un souhait. Alors cette slide est très importante parce que vous avez là, à mon avis, le système de retraite qui devrait être mis en place en France en matière de gestion de l'âge. Vous savez que c'est un des problèmes majeurs du système, puisque le président de la République s'est engagé à ne pas faire bouger l'âge légal, et qu'on a parlé ensuite d'âge pivot, et puis voilà, et puis on ne sait plus trop où on en est. Et en fait, vous avez fait, avant l'heure, la réforme en fait, qu'il faut faire concernant cette gestion de l'âge. Alors vous savez qu'en 2017, il y a eu une décision importante de la retraite choisie, puisqu'en fait, la réforme systémique proposée, c'est une réforme qui doit conduire à une forme de retraite choisie. Hein, pour plus d'autonomie, pour davantage s'adapter aux spécificités, aux carrières hachées, etc., etc. Donc permettre aux individus de piloter leur réforme. C'est pour ça que le système à points, qui n'a rien d'un système parfait, mais il n'existe pas de système parfait, est le moins mauvais des systèmes pour ça. Okay, je rappelle que vos 3 régimes sont des régimes à points.
Donc ça, c'est déjà une première chose qui fait que vous êtes calé sur la réforme. La deuxième chose, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Vous aviez ce qu'on peut considérer comme l'âge pivot, qui était à 65 ans. C'est-à-dire que tout médecin qui partait avant 65 ans avait un malus qui était de 15% donc sur la valeur du point, qui était de 15% à 62 ans, 10%, 5%, et puis ensuite, il ne se passait rien si vous partiez plus tard. Et puis donc cette règle-là a changé, a dit en fait on va partir de 62 ans d'âge légal et on va mettre un système de bonus. Okay. Alors vous voyez que la valeur du point elle était de 78,55 € à 65 ans, elle reste, elle est de 78,55 € là, mais vous avez un système de... Et donc elle a été fixée à 68,3 pardon, en 2001 si vous partez à 62 ans, avec un système de bonus qui vous amène à la même valeur de points et un système de bonus qui continue jusqu'à 70 ans. Donc en fait, tout en respectant l'âge légal de départ à la retraite, vous avez une incitation à partir plus tard et une capacité à pouvoir anticiper et prévoir la valeur de vos points et donc la valeur de votre retraite jusqu'à 70 ans. Donc, là encore, pas un système parfait, mais c'est véritablement, en tout cas, le modèle qui permet de répondre à la volonté de donner un maximum d'autonomie aux individus dans la constitution de leur retraite. Voilà, donc les objectifs de la réforme Macron sont en place, reste le régime universel de base, et on va voir que c'est là où ça se trouve. Alors, ça c'est d'ailleurs ressenti, même si évidemment vous avez des caractéristiques qui n'ont pas les questions, en commençant plus tard vos activités, là vous avez le nombre de cumulants emploi-retraite. En 2011, il y avait à peu près 4 000 cumulants emploi-retraite, vous en avez aujourd'hui 12 000. D'accord? Donc ça a été multiplié par 3, et ces 12 000 représente 4% de l'ensemble des médecins et à peu près 26% des médecins de plus de 60 ans. En 2025, le Conseil de l'Ordre prévoit que de 12 000, on passe à 35 000. D'accord? Donc je dis, c'est là, dans les 10 ans qui viennent, je vous ai dit, 60 000 médecins qui sont susceptibles de prendre leur retraite, et donc avec cette explosion des cumulants emploi-retraite. Et c'est eux qui ont une caractéristique, c'est qu'ils permettent d'augmenter la valeur de leurs points en continuant à travailler, mais vous cotisez à fond perdu, ce qui est quelque chose d'assez magnifique pour un système de retraite, et c'est largement ces cumulants qui permettent au système de rester à l'équilibre et qui permettent d'ailleurs de ne pas avoir perdu, vous vous rappelez de la slide d'avant, de cotisants, alors que depuis 10 ans, il y a 10 000 médecins libéraux en moins en France. Okay? Donc vous avez vu 10 000 médecins libéraux en moins, 12 000 cumulants emploi-retraite, vous voyez comment est-ce que le système peut s'équilibrer. Alors, toujours dans l'état des lieux, bon, le régime ASV, on dira un mot, vous ne voyez pas très bien, mais si vous, ça c'est l'évolution 2012-2017 hein, de vos droits propres à la retraite. Il y a les droits dérivés, mais restons sur les droits propres. Vous voyez que le régime de base qui représente 21% de votre retraite, hein, donc là on est dans une retraite moyenne qui est de 2 643 €, c'est la retraite moyenne des médecins, hein, les grands nantis de notre système, vous voyez, 2 643. Et régime complémentaire CARMF, c'est 44%, c'est 1174, avec ce sont des chiffres qui sont stables. Hein. Vous voyez que depuis 2012, vous avez une stabilité en valeur monétaire, en valeur courante, ça veut dire que vous avez perdu à peu près 7% de pouvoir d'achat, si on prend en compte l'inflation de ça. Donc vous avez on va dire une stabilité en valeur courante, sauf pour l'ASV qui a perdu 8%. Donc si vous ajoutez les 7% d'inflation, vous êtes à moins 15% pour l'ASV. On verra tout à l'heure les raisons pour lesquelles il y a ça. Bon. Donc en matière de droits propres, vous avez vu que vous avez moins 0,2% sur les 5 dernières années. Donc il y a un sauvetage du système qui s'est quand même fait en partie par une hausse des cotisations et en partie par une non-indexation des pensions sur l'inflation. C'est la chose. Donc on est aujourd'hui à 31 600. Okay.
ne parle pas des droits dérivés. Alors, un petit peu une analyse économique du système. Vous avez un système, c'est souvent ce qui est utilisé, mais là c'est à tort, comme vous pouvez le voir sur la courbe de gauche, c'est-à-dire qu'on peut se dire que plus il y a de systèmes, plus il y a de coûts administratifs. Or, vous voyez que la CARMF a plutôt une gestion, sans refaire l'historique, qui est plutôt relativement rigoureuse, avec 1,152%. Si vous prenez la GIR Carco, ils sont plutôt à 1,6, 1,7. Enfin, si vous comparez par rapport aux autres régimes, vous avez un système qui est plutôt bien géré en matière de coûts administratifs. Donc le RCO, qui est par capitalisation en partie, a permis de cumuler entre 1991 et 2018 la somme de près de 6 milliards d'euros de réserves, qui est un des enjeux importants, même si ce n'est pas l'essentiel, mais c'est évidemment un des enjeux importants, parce que c'est ça qui va permettre de passer les 10 ans qui viennent avec un ratio démographique extrêmement défavorable, sachant que le ratio démographique va être très défavorable dans les 10 ans qui reviennent pour retrouver un peu de couleur à partir de 2030. Mais il y a 10 ans à passer, et en fait, les réserves nécessaires pour faire survivre le système tel qu'il existe aujourd'hui existent. Alors là, vous avez les résultats de la CARF. Donc là, vous voyez que les résultats techniques, c'est-à-dire si vous prenez simplement les cotisations, les prestations moins les cotisations, vous avez, ça passe dans le... C'est mécanique, hein, c'est passé dans le rouge en 2015 et ça va le rester jusqu'à 2026-2027. Il n'y a pas d'autre moyen de faire que ça, c'est lié au ratio démographique. Alors tout ça est compensé par les résultats financiers que vous avez là, puisque ces 6 milliards de réserves sont placés. Hein, et donc, par exemple, en 2017, vous avez les comptes de résultats de la CARMF, ont rapporté sur la gestion financière quelques 182 millions d'euros. Donc, vous voyez que c'est ce qui permet de compenser la perte technique. Et donc, c'est ce gain financier qui peut ne pas être dans le vert tous les ans. Hein. Quand il y a eu la crise financière, vous voyez que là, il y a eu une légère perte. Mais enfin, globalement, évidemment, c'est quelque chose qui permet de compenser la perte technique. Et ce qui fait que vous avez un résultat net qui est encore positif, qui va probablement être négatif quelques années. On a fait les calculs là-dessus. Mais globalement, ça va. Alors, pour votre gouverne, vous avez la CARM, c'est 2 milliards, gère 2 milliards 12 millions de flux financiers. Le régime de base, vous l'avez là, c'est à peu près 600 millions. Donc vos retraites au total, c'est à peu près 2 milliards 600 millions de flux financiers. Quels sont aujourd'hui un effort contributif? Quel est l'effort contributif des médecins? Évidemment, il faut distinguer le secteur 1 et le secteur 2, puisque vous avez l'ASV qui va entraîner des différences entre les deux secteurs. Évidemment, tout ça est lié au niveau de revenus. Si vous prenez les revenus de 80 000 et de 198 000, vous avez un effort contributif dans le secteur 1 qui est de 17,6%, okay, et de 25,2%. Okay, évidemment, plus les revenus augmentent, plus l'effort contributif baisse, puisque vous avez des contributions qui sont plafonnées, et donc ce qui entraîne ce résultat-là. Donc vous voyez que, on va dire, pour un revenu moyen de 80 000 euros, si on prend un médecin généraliste, hein, il a une contribution de l'ordre de 18%. Je rappelle que pour un salarié, c'est 28%, et pour un secteur 2, c'est 25%. Donc assez proche d'un salarié, la différence étant la non prise en compte de l'ASV, qui est de l'ordre de à peu près 5 000 euros, hein, l'ASV par an, la prise en charge par l'assurance maladie. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Donc là, oui, vous avez la comparaison par rapport aux d'autres secteurs. Donc les salariés, c'est 28%. Alors là, il y a une chose qui est intéressante, c'est la fonction publique. Parce que cette fonction publique rend la réforme telle qu'elle est actuellement mise en œuvre non finançable. Ou tout du moins non finançable sans mettre la main sur les 150 milliards de réserves de l'ensemble des régimes complémentaires. En deux mots, la fonction publique, les prestations de pension publique, je regardais un peu plus tard que ce matin sur le PLF 2020, c'est 57,5 milliards. D'accord ? C'est-à-dire que les dépenses, les coûts pour les pensions publiques, civiles et militaires, des quelques 5,5 millions donc d'actifs et les 3,5 millions, c'est 57,5 milliards.
Si vous regardez leurs cotisations, vous savez qu'en général, les cotisations couvrent, comme c'était le cas pour vous ici, hein, vous avez, si je prends le régime complémentaire, 962 millions de cotisations et 1,88 milliard de prestations. Bon, donc vous avez une couverture, là c'est près de 18%, mais les cotisations couvrent les prestations, c'est le principe de base d'un régime par répartition. Et bien ce n'est pas le cas du tout dans la fonction publique, puisque vous avez 7,4 milliards de cotisations pour 57 milliards de prestations. Donc là, il y a un truc qui coince. Bon. Alors, c'est lié à plusieurs choses. C'est que donc vous avez d'abord une cotisation qui est de 10,83%, et vous avez un ratio démographique qui est plutôt extrêmement défavorable, puisque vous savez qu'historiquement, même si c'est moins le cas, hein, il y a une vraie convergence entre les régimes publics et les régimes privés depuis 2002, mais il est clair que dans la fonction publique, historiquement, puisque c'était quasiment c'était partie prenante du contrat, avec des salaires qui étaient peut-être moins importants que dans le privé, mais en contrepartie, vous avez une retraite qui était plus intéressante. Donc les gens partaient historiquement beaucoup plus tôt. Donc vous avez une structure démographique extrêmement défavorable, qui explique en partie ça, et avec des cotisations qui sont très faibles. Donc si vous appliquez le vrai niveau de cotisation pour financer ce régime-là, vous êtes à ce qu'on voit là, c'est-à-dire, bon là on a différencié la fonction d'État avec peu de primes et la fonction d'État avec plus de primes, donc 65 contre 96, mais en moyenne, vous êtes à 75% de cotisation pour financer les prestations actuelles. Bon. Donc vous voyez bien que là aussi il y a un gap, même si dans le régime unique que l'on nous prépare, tout le monde est censé être à 28%, comme aujourd'hui dans le privé, vous voyez bien qu'il y a toujours un manque à gagner que j'ai estimé à 35 milliards pour le régime général des fonctionnaires et 6,2 milliards si je prends les régimes spéciaux chaque année. Donc vous avez 42 milliards de gap, de manque, pour financer l'année d'après la réforme, la fonction publique. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie de le cacher et de ne pas le dire, mais ça pose un vrai problème financier et c'est une des raisons pour lesquelles ça ne peut pas se faire sans mettre la main sur les réserves existantes. Donc seule solution, l'accaparement des 150 milliards de réserves existantes des RCO, c'est bien là-dessus qu'on... Alors, revenons à nos moutons. C'était une petite parenthèse, mais évidemment qui est non négligeable dans l'affaire. Alors, la notion de rentabilité dans une retraite, dans un système de retraite, c'est que c'est la part que vous allez avoir en rente lorsque vous mettez 100 ou 1000 euros de cotisation. Donc, montant annuel de retraite obtenu pour 100 ou 1000 euros de cotisation. En considérant le poids respectif des régimes, le taux de rendement moyen des cotisations, alors il est estimé, hein, j'ai fait un prorata, mais à peu près de 5,5% pour les médecins libéraux. Vous voyez qu'en fonction des régimes, hein, vous avez le régime de base en bleu, vous avez le régime ASV, le régime ASV qui est là, donc vous voyez que lui, il était parti, vous voyez que quand même entre 2005 et 2015, le rendement de vos cotisations a été divisé par plus que 2. Il était de 12% en 2005 et il est de 5% en 2015. Normal, il est géré par l'État. Pardon ? C'est géré par l'État. Alors l'État a repris la main depuis 2006, mais si on est objectif, en regardant l'historique, et moi c'est... Voilà, mais en regardant l'historique, comme ça a été un régime qui a été extrêmement, dans une structure démographique très favorable, qui a accumulé beaucoup d'excédents dans les années 70 et 80, mais avec une génération de 70 à 2000 qui s'est servi de tout l'excédent, probablement de façon très démocratique, je n'en sais rien, mais en tout cas qui a sérieusement affaibli la rentabilité à venir du système. Donc ce qui est payé, alors d'abord l'État, comme il a été quasiment en faillite, l'État a repris la main dessus, considérant que comme il le finançait, enfin, c'était pas lui, c'est l'assurance maladie, mais dans les 2/3 pour le secteur 1, qui était très largement majoritaire hein, quand même à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% des médecins, mais c'était beaucoup plus avant. Bref, donc en effet, je ne sais pas qui l'a dit, mais l'État... Donc là, ça s'est réajusté, et aujourd'hui, vous êtes sur un rendement qui est à peu près stable, qui est de 5,5%.
à titre de comparaison, ce que prévoit le rapport Delevoye dans le nouveau régime, c'est un rendement de exactement ce même ordre-là, de peu près 5,5. Mais si on est un peu rigoureux, il est en dessous de 5, puisque vous avez une petite taxe, comme on sait bien les mettre, qui est rajoutée de l'ordre de 3%, non plafonné, qui est en fait une sorte d'impôt qui est rajouté, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc une cotisation de 1 000 € apportera en moyenne 54 € en rente moyenne. Le taux a sensiblement baissé, je vous ai dit tout ça. Alors, dernière slide avec un peu tout un tas de graphes. Alors, si vous regardez la performance de votre système de retraite, la performance, c'est quelque chose d'assez simple, c'est l'effort contributif multiplié par le rendement. Okay, donc, vous voyez que vous avez une rentabilité des cotisations qui, globalement, dans les professions libérales, est plutôt meilleure. Donc, vous cotisez moins, mais vous avez une rentabilité des cotisations qui est plutôt meilleure. Évidemment, dans la fonction publique, c'est là où c'est le moins bon. Donc, si vous multipliez l'effort contributif par ce taux-là, vous vous retrouvez avec cette performance-là. Alors, comme vous avez un effort contributif qui est nettement plus faible que les autres professions, enfin, que les salariés et les fonctionnaires, nettement, en tout cas sensiblement en dessous, vous vous retrouvez avec une performance qui est légèrement en deçà. Mais si vous séparez l'effort contributif et le rendement, ce sont des systèmes qui sont aujourd'hui plutôt plus rentables que les autres. Alors, dernier point, bon, le naufrage de l'ASV, bon, ça je sais que c'est un peu sensible politiquement, peut-être pas ici, mais clairement, là vous avez l'ensemble des régimes, hein, des 5 professions. Là, vous voyez que chez les médecins, là vous avez le rendement qui a quand même été de 55%, hein, c'est-à-dire que 100 € rapportait 55 € de rente chaque année en 1980. Ça a été en 1990 30 €, et puis c'est aujourd'hui 5 €. Bon. Voilà. Donc, alors que vous avez, par exemple, les directeurs de laboratoire qui ont gardé un rendement plutôt important de ça. Rachat d'annuités dans des conditions très favorables, baisse sensible des populations. Vous avez plusieurs façons hein, de prendre plus rapidement la rente. Baisse sensible des cotisations et des taux d'appel. Vous appelez que 60% de la cotisation. Voilà. Mais sauf qu'à court de trésorerie, la CARMF a fait appel à l'État dans les années 90 et l'État a repris la main dessus. Voilà. Alors, l'évolution de donc des pensions depuis 2000 avec ces 3 composantes. Donc ce que vous voyez, c'est l'ASV là qui est en vert, évidemment, qui a plutôt freiné cette évolution-là. Depuis 2000, vous avez eu une hausse de l'ordre de 20%, okay, mais vous avez eu à peu près 39% d'inflation, ce qui fait que vous avez eu une perte d'achat, il va être 35% d'inflation, vous avez eu une perte de pouvoir d'achat de 15%. Okay. Donc, on va dire que le sauvetage du système s'est quand même fait pas mal ces dernières années, aux dépens à la fois des retraités et des actifs. Mais le système a été sauvé, on l'a vu tout à l'heure, il est sauvé pour les 10 ans qui viennent avec un ratio démographique très défavorable. Donc, alors, ça, j'ai fait un truc, mais on ne voit pas grand-chose. C'est que la CARMF, quand on y était justement il y a 10 jours, a fait le calcul à partir du régime unique proposé, de toutes choses étant égales par ailleurs, ce que deviendraient vos pensions. D'accord? Donc là, vous avez, ça le passe, c'est le plafond de la sécurité sociale, qui est de 3233, je crois, euros par mois, soit 40 514 € par an. D'accord? Donc quand vous avez des revenus qui vont jusqu'à impasse, vous avez une baisse avec le nouveau régime proposé, nouveau régime unique, qui est de 37%. C'est-à-dire que avec un taux de remplacement qui est de 70%, une retraite qui actuellement est 17 769 et qui devient 10 746. Donc le taux de remplacement, qui est en fait la valeur de votre pension par rapport à votre dernier revenu, passe de 70% à 44%. Donc pour les moins aisés. Si vous allez sur les plus aisés avec 3 passes ou plus, donc moyenne 41, vous avez une baisse de 27%. Bon. Alors ça pose évidemment un problème parce que je ne sais pas très bien comment on peut vendre
une réforme du système de retraite. C'est qu'un système de retraite, c'est un système de protection des revenus, du pouvoir d'achat, lorsque les gens ne peuvent plus travailler. C'est un système de gestion de risque. Donc là, on passe d'un système qui a la performance qu'il a, mais un système nettement moins performant, en tout cas pour les médecins libéraux, puisque vous perdez entre 27% à 38% de retraite avec le nouveau régime. Je ne sais pas très bien comment on vend ça, mais donc ça c'est calcul fait sur des tables actuarielles avec les données les plus récentes. Ok. Dernière partie, donc la réforme, comment est-ce qu'elle avait été, par quoi est-ce qu'elle avait été inspirée? Donc nous créerons, ça c'était le programme présidentiel, nous créerons un système universel de retraite où 1 euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le montant où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Okay. Un régime universel de retraite à points, uniformiser les règles actuelles qui diffèrent dans 42 régimes distincts, donc puisque vous savez que ce n'est pas les mêmes règles de calcul, vous avez le système par annuité, le système par points, mais aussi ce n'est pas le même système de calcul, de prise en compte de l'historique, les 25 meilleures années pour les salariés, les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, etc., etc. Les taux de cotisation et les conditions d'âge pourraient différer selon les professions. Un engagement présidentiel du maintien de l'âge légal de départ à la retraite pendant le quinquennat à 62 ans. Existence d'un malus pour les salariés. Alors ça, ce n'était pas dans le programme présidentiel, mais c'était dans l'accord Agir-Carco. Existence d'un malus pour les salariés sur la retraite complémentaire si départ avant 63 ans. C'est-à-dire que la réalité, c'est que pour les salariés du privé aujourd'hui, l'âge légal de 62 ans est assez illusoire, puisque si vous respectez l'âge légal, même si vous êtes à taux plein, vous partez avec un malus de 10% si vous partez aujourd'hui à 62 ans sur votre retraite complémentaire qui représente plus de 50% chez les cadres de la retraite. Donc tout ça n'a rien de négligeable. Donc là, la réforme proposée prévoit donc d'asseoir ce régime unique universel sur 3 passes, sur 3 fois 40 514 euros, qui est probablement l'erreur stratégique de tout le système. C'est-à-dire qu'en fait, ce régime unique prévoit d'intégrer 98 à 99% de l'ensemble des revenus des Français. D'accord ? Donc ce régime unique condamne tous les régimes complémentaires existants. D'accord ? Puisque vous n'avez plus la masse assurantielle suffisante au-delà de 120 000 euros. Donc ça veut dire que jusqu'à 120 000 euros, l'État vous fait croire que vous n'avez rien à vous soucier, que vous aurez un pouvoir d'achat tout à fait suffisant pour votre retraite, puisqu'il dit « je m'en occupe ». Tu cotises, je m'en occupe. Okay ? Il n'y a pas un pays développé au monde qui a ça. Pas un pays développé. Okay ? Ceux qui ont un régime universel se sont arrêtés, la Suède, qu'on cite en permanence, les pays scandinaves comme autres, ont un plafond qui est de grand maximum impasse. C'est 40 000 euros en Suède, par exemple. Ça, c'est la première erreur. La deuxième problématique, puisque pour le moment le flou est entretenu, c'est qui pilote le système. Okay ? Avec un tel régime unique, on peut penser qu'on peut rajouter régime unique étatique, mais pour le moment le grand flou est conservé sur ce sujet qui est on ne peut plus stratégique. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où seul l'État pilote la valeur du point, vous imaginez bien, vu l'état des comptes publics aujourd'hui, avec quasiment 100% de dette publique, on peut considérer que la variable d'ajustement va être assez facile à trouver, en partie sur les retraites, mais pas forcément que sur les retraites. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est véritablement problématique, sachant que le modèle de protection sociale est quand même très largement lié au fait de savoir si l'État pilote complètement le système, c'est le cas de la santé, ou si vous avez une démocratie sociale organisée autour des caisses, d'une caisse d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite. Mais là, en tout cas, c'est le grand flou. Un plafond de cotisation à 3 passes condamne les régimes complémentaires à la solidarité professionnelle. Donc ça, c'est pas une lubie. Enfin, ceux qui pensent qu'il peut y avoir... Alors évidemment, ce qu'essaie de dire l'équipe de Levoix aujourd'hui, c'est de dire mais vous la conserverez la CARM, on fera gérer une partie des flux par la chose, mais enfin, ça devient une espèce de caisse sans tête, hein, évidemment sans aucun pouvoir, ce qui ne change rien et qui évidemment est une mesure purement transitoire, parce qu'il n'y a aucun intérêt à garder 36 caisses à partir du moment où il n'y a qu'une seule règle du jeu.
Donc avec un plafond à 3 passes, la quasi-totalité des revenus des Français seront dans un régime unique. Un risque de dégrader la retraite avec des bas revenus, sauf à mettre en place une usine à gaz d'aide sociale. Alors, quand vous avez un régime de retraite, il s'équilibre par le taux de remplacement. C'est-à-dire que là, vous avez un seul taux de remplacement pour un régime. Donc, ce qui se passe aujourd'hui pour le régime de base des salariés, pour le régime de base et le régime complémentaire chez les salariés, c'est que si vous regardez les deux, si vous les mettez un peu en miroir, vous vous apercevez que vous avez un taux de remplacement qui est de 75% pour ceux qui gagnent le SMIC jusqu'à 1,5 à 2 du SMIC, et puis il est de 50% pour les cadres. D'accord ? Plus vous gagnez, plus votre taux de remplacement est faible, ce qui paraît assez logique. Donc là, si vous avez un régime unique dans lequel vous avez tous les revenus, vous pouvez vous imaginer que vous allez avoir un taux de remplacement, ce qu'on appelle d'équilibre, qui va être de l'ordre de quoi ? 60%. Donc il va être trop faible pour les bas revenus, et de toute façon, qui ne va pas satisfaire non plus la classe moyenne. Donc on voit bien que ce régime-là est difficile aussi à défendre sur le plan de la rationalité économique. Donc ce que dit le gouvernement quand on lui dit ça, c'est qu'il dit mais vous vous inquiétez pas, parce que notamment on a mis cette petite taxe-là, qui va mine de rien rapporter quelques dizaines de millions d'euros, qui va permettre de mettre un système d'assistance pour les bas revenus. Sans ce système d'assistance, le système n'est pas viable pour les bas revenus. Il y aura des retraites bien inférieures à celles qui ont été fixées aujourd'hui. Donc on met un système d'assistance pour que les bas revenus aient au moins 1 000 euros, puisque c'est ce qui a été fixé, de retraite. Mais enfin, vous voyez l'usine à gaz que ça engendre, puisqu'on sait bien qu'à partir de quand est-ce qu'on considère que les gens sont plus pauvres et qu'on les assiste plus. Enfin bon, c'est un petit peu problématique. Et sans compter que pour les gens plus aisés qui, lorsque vous avez un raisonnement un peu économique, vous forcent dès maintenant, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire le plus tôt possible, à constituer une retraite par capitalisation, parce que sinon vous allez perdre du pouvoir d'achat quand vous allez arrêter de travailler. Mais lorsque déjà on vous prend jusqu'à 120 000 euros de cotisation, ben, ça enlève beaucoup de flexibilité pour cette classe moyenne supérieure pour constituer sa propre retraite, et ça tue, je l'ai dit, évidemment, tous les régimes complémentaires professionnels qui vivaient avec une parfaite autonomie depuis 70 ans. Voilà. Alors, il faut vraiment les classes les plus aisées, les 600 000 adultes qui gagnent plus de 120 000 euros, 1,2% de la population, qui auront de la flexibilité dans la gestion de leur pension. Les autres seront limités à ce régime unique. Hein. Donc là aussi, ça manque de cohérence par rapport à une loi Pacte qui réellement, même si ça ne transforme pas tout, mais qui est un progrès dans la constitution de retraite complémentaire par capitalisation, hein, avec le fameux PER, pour ceux qui ont regardé la chose, et puis en fait de dire, mais je veux un régime étatique jusqu'à 120 000 euros. Bon. Dans un contexte de dette publique élevée, dès que la conjoncture économique se dégradera, la valeur du point sera diminuée. Alors, M. Delevoye a fait une petite bourde en disant, mais on ne peut pas baisser la valeur du point. Votre régime ASV a bien montré que c'est pas un système à points n'est en rien un système qui protège, c'est un système purement technique de calcul. Mais la valeur à points, même d'ailleurs, facilite plutôt la baisse des pensions d'une année sur l'autre. Alors, il y a 5 raisons de conserver la CARM pour l'intérêt général. Moi, j'étais parti sur cette analyse-là, plutôt favorable au projet, donc c'est pas... mais en toute objectivité que je fais cette analyse-là. Alors d'abord, il y a une universalité sans égalitarisme pour le bien commun. Ce que je vous dis, c'est qu'un régime unique étatique serait la garantie future d'un système d'assistance sociale pour la classe populaire et de baisse de qualité de vie pour la classe moyenne. À la fois, vous êtes obligé d'assister les moins aisés et vous faites baisser la pension de la classe moyenne supérieure de 30% pour les médecins libéraux. Bon, j'appelle pas ça un progrès social. En tout cas, c'est pas un système de protection sociale qui engendre le moindre progrès, ce qui est quand même l'objectif d'une réforme systémique. Bon. Une caisse compatible avec la réforme est viable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà tous les ingrédients de la réforme. Donc, substituer le régime de base que vous avez actuellement par un régime de base universel est tout à fait jouable, tout en conservant le régime complémentaire obligatoire, plus le système ASV, même si, en conclusion, la suggestion est quand même de repenser un petit peu tout ça, c'est largement optimisable.
Des réserves qui font partie du patrimoine des médecins libéraux. Les médecins libéraux constituent des réserves de plus de 6 milliards d'euros en 2018. Le chiffre était à fin 2017, donc à fin 2018, vous êtes à 7 milliards, qui sont leur patrimoine et garantissent la pérennité de leur régime spécifique. Vous allez voir sur la slide d'après qu'en plus, c'est plutôt du lourd par rapport au reste, en termes de réserves par assuré. Une solidarité professionnelle au cœur de la mission des médecins. C'est clair que cette notion de solidarité professionnelle, soit elle a un sens, soit elle n'en a pas. Mais vous faites partie des métiers, vous n'êtes pas les seuls, il y a les avocats, il y a tout un tas d'autres professions, mais c'est encore probablement plus fort chez le médecin, puisque vous avez, comme aussi d'autres professions, mais un code de déontologie qui vient quand même institutionnaliser, officialiser cette solidarité professionnelle. La carrière professionnelle d'un médecin libéral présente des caractères spécifiques. Enfin bon, c'est ce qui est représenté dans une caisse autonome de retraite qui prend en compte cette solidarité professionnelle. Donc ça a un sens et ça vaut quand même le coup d'être défendu. Mais évidemment, ce n'est pas l'État et la haute fonction publique qui se préoccupent de ça, puisqu'ils ne rêvent, gauche comme droite, que évidemment de supprimer toutes ces spécificités professionnelles. L'étatisation de la retraite, parce que quand je suis à la tête de l'État, je vois plutôt ces forces-là comme des forces qui m'échappent. Enfin, l'étatisation de la retraite de la médecine libérale accélérera la mise sous tutelle de l'État de la médecine libérale, dont la convention et la gestion de leur caisse sont des éléments constitutifs de leur indépendance professionnelle. Ça, ce n'est pas excessif de dire ça, ce n'est pas la fin du monde, mais ce qui est sûr, c'est que l'étatisation de votre retraite, évidemment, ne fait qu'affaiblir votre capacité de négociation dans les années qui viennent. Alors, sur les réserves, bon, 6,8 milliards de réserves, ramené à un nombre de cotisants, vous voyez que vous êtes à 55 000 euros par cotisant. Une façon de mobiliser les confrères, parce que je sais que c'est toujours difficile dans les combats syndicaux, c'est de dire, voilà, tu as aujourd'hui 55 000 euros que tu n'as pas dans ton compte en banque, mais en fait qui virtuellement est à toi. Bon, si la retraite, la réforme poursuit son cours tel qu'elle est, ça, voilà, tu fais une croix dessus, mais pour le bien commun, tu vas permettre à la fonction publique de pouvoir intégrer le même système que toi. Agir Carco, vous voyez, qui ont 70 milliards de retraite, d'euros de réserve, pardon, ça représente 3125 par cotisant. Bon, donc vous voyez que dans toutes les autres professions, vous êtes de loin. Vous représentez 0,5% de la totalité des cotisants pour 6% des réserves existantes. Voilà. En conclusion, donc le projet de Levoy en l'état, j'insiste en l'état, puisque je pense qu'il faut influencer pour changer la direction de cette réforme et qui reste nécessaire, condamne toute solidarité professionnelle, dont celle des médecins libéraux, et conduit vers un régime unique étatique qui ne répond pas à l'objectif initial de la réforme Macron, plus d'autonomie, plus d'équité, un équilibre économique de long terme. Très objectivement, ces trois objectifs-là sont absolument pas remplis par la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Pour sauver la réforme systémique, qui me paraît absolument nécessaire, on peut contester ce point de vue, mais il est pas mal argumenté. Un régime universel de base plafonné à un maximum d'impasse, grand maximum impasse. Je vous rappelle que le revenu, vous avez une idée du revenu moyen des Français ? 1300. 1800, c'est le revenu médian, c'est-à-dire 50% de la population gagne moins de 1800. 2003. 2300. 2300, ça fait 27 000 euros. Bon, donc vous voyez un peu où on nous embarque avec un régime unique à 120 000 euros. Là, ça ne correspond en rien à la chose. Donc, grand maximum impasse. Donc, un régime mixte par répartition et par capitalisation qui soit assumé. C'est assez curieux d'avoir fait une grande loi pacte pour véritablement un petit peu remuer et restructurer tout ce qui permet de faire une retraite complémentaire et de ne pas l'assumer politiquement. Puisque les seuls régimes qui existent et qui sont performants aujourd'hui sont des régimes mixtes. Mais on vous fait croire que la capitalisation va évidemment, à elle toute seule, suffire pour le bon peuple. Ce qui est un mensonge, juste, mais pareil qu'il ne faut pas le dire. Des régimes complémentaires professionnels rénovés sur la base du RCO des médecins libéraux. Clairement, le régime complémentaire obligatoire des médecins libéraux a été un modèle de auto-réforme,
autorégulation et de prévision sur le long terme d'un système de retraite. Un âge légal à 62 ans et un âge pivot à 65 ans sur la base du RCO des médecins libéraux. Système qui permet, tout en respectant la promesse présidentielle, d'assurer l'équilibre économique à long terme du système. Un pilotage dual entre l'État et une démocratie sociale qui est à inventer et dont ferait partie évidemment la gouvernance des régimes complémentaires autonomes dont je ne vois pas beaucoup d'arguments aujourd'hui pour les supprimer. Voilà, je vous remercie.